Mon envie de chanter, elle est venue hyper tôt. Voilà, ça fait pas partie du climat familial, c'est-à-dire qu'on n'était pas des musiciens ni des chanteurs dans la famille, mais je sais que ma mère écoutait beaucoup de musique. On faisait des longs trajets en voiture, on faisait des Paris-Marseille très régulièrement. On écoutait plein de musique et c'est à force de, je pense, d'écouter la radio, de regarder la télévision. C'est un truc qui est venu à moi, quoi. C'est pas forcément quelque chose d'héréditaire et ça m'a jamais quitté du coup. Ouais, à 11 ans, je regarde dans un magazine Star Club. À l'époque, on achetait beaucoup ça. Et je trouve une annonce, en fait, à la fin du magazine, une annonce de casting. À l'époque, on n'avait pas Internet et puis les réseaux sociaux pour pouvoir avoir accès à ce genre de trucs. Et je vois qu'ils cherchent un chanteur pour une émission de TF1, un télécrochet à l'image de Graines de Star. C'était un télécrochet qui s'appelait Drôle le petit champion. Et en fait, bah ouais, je décide d'y participer sans forcément le dire à ma mère. Et à l'époque, je pique une photo dans l'album de famille, j'écris ma petite lettre de motivation et j'enregistre une cassette audio. Je pense que les plus jeunes d'entre vous vont pas forcément savoir de quoi on parle, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Et j'envoyais mon petit courrier et quelques semaines après, j'ai eu une réponse. J'avais vraiment envie de faire quelque chose. Voilà, moi, je regardais beaucoup la Starac, je suis de cette génération-là. Je regardais beaucoup les télécrochets à la télé et j'avais qu'un rêve à cette époque, c'est de participer à un truc comme ça et ça a été le premier du coup. En fait, à la diffusion des battles de The Voice, je commençais à tâter le terrain avec Twitter. Ça commençait à arriver. Je savais pas trop m'en servir et j'ai un pote à moi qui a tapé mon nom dans le moteur de recherche de Twitter. Et là, j'ai vu qu'il y avait des milliers et des milliers de commentaires sur ma prestation, sur mon passage en général. Beaucoup de commentaires positifs. Mais dans ces commentaires positifs-là, il y en avait certains qui parlaient de mon apparence physique, de mon poids. Voilà, j'ai jamais été très à l'aise avec mon physique et du coup, c'est vrai que ces commentaires-là ont pris le dessus sur les bons commentaires. Et je me souviens qu'il y avait un laps de temps entre les battles et le prime. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 mois d'attente entre les deux, puisque le temps que tout soit diffusé avant le direct, c'est assez long. Et je me rappelle que j'avais perdu genre 6 ou 7 kilos, que je m'étais mis au sport, j'avais vraiment... Parce que ce commentaire-là m'avait beaucoup touché. Et c'est la première fois surtout que j'ai été confronté aux réseaux sociaux de manière hyper directe. On m'avait jamais vraiment jugé en fait, ni vocalement ni physiquement, et de voir ça, c'est assez violent. Bon, maintenant il y a prescription, je m'y suis fait parce qu'avec les anges, ça a été pire que ça, mais c'est assez violent quand tu le vis au début, ouais. C'est vrai que Florent Pagny n'était pas hyper dispo par rapport aux autres coachs parce qu'il a une vie en Patagonie, à Miami, et toutes les semaines il rentrait et il enregistrait le prime le week-end. Je regrette un peu qu'il n'ait pas été un peu plus dispo parce que c'est ça aussi la force de The Voice, c'est de pouvoir partager des moments avec des légendes de la chanson, des gens qu'on a écoutés depuis qu'on est petit. On a envie de passer un peu plus de temps avec eux et je regrette que c'est été fait beaucoup avec les caméras et peu hors caméra. C'est dommage. Je sais que Bertignac ou Jennifer étaient bien plus disponibles. Après, voilà, je lui en veux pas. Il a une famille, il a besoin de les voir, c'est complètement normal. Et puis en plus, quand il était là, c'était quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Il nous a jamais rien promis. Il a toujours été très pote avec nous en fait. Il s'est jamais considéré comme un coach parce que lui-même sait qu'il n'est pas prof de chant, il sait qu'il a appris de manière hyper autodidacte, donc il était plus là pour nous aiguiller à gérer notre stress, sur la direction artistique. Voilà, je pense que cette chanson tirait mieux, cette chanson tirait moins bien, mais il s'est jamais pris pour un coach vocal. Voilà, mais c'est un mec cool, franchement c'est un mec cool. L'argent. Non, oui, en vrai, un peu l'argent, puisque on nous proposait une jolie somme et du haut de mes 22 ou 23 ans, c'était quand même assez énorme. Et aussi le fait que dans The Voice, même si on a été regardé par des millions de téléspectateurs, ça a très bien marché. J'ai fait 3 émissions. Et finalement, on m'identifiait pas vraiment. J'étais le mec de The Voice. Donc je faisais partie d'une famille, mais on ne savait pas qui j'étais. Et quand on sait pas qui tu es, on te propose pas des scènes hyper bien payées, on te propose pas beaucoup de boulot. Donc j'avais le cul un peu entre deux chaises, pas assez connu pour bien en vivre, mais en même temps pas assez anonyme pour pouvoir reprendre tout de suite un boulot normal. Donc c'était un peu compliqué. Et quand j'ai vu que la production de The Voice voulait des Anges, voulait absolument un candidat de The Voice, au début j'ai pas répondu. J'ai reçu un message, j'ai pas répondu. Deuxième message, je me suis dit peut-être, et j'en ai parlé à un pote à moi qui bossait en télé et qui m'a dit écoute, ça coûte rien d'aller les voir, tu y vas et puis tu verras, ils te mettront pas le couteau sous la gorge. Donc j'y suis allé et j'ai eu un super bon feeling avec le directeur de casting
Et puis voilà, et je me suis dit bah, pourquoi pas le faire. Et ils m'ont appelé quelques jours pour me dire que c'était OK, que ma candidature avait été validée. Et puis l'aventure était partie. La rencontre avec Kim Kardashian, c'était hyper rigolo parce que faut savoir que nous, ça faisait 2 mois qu'on était dans la maison, donc c'était notre chez nous. Et puis tu ouvres la porte, tu te retrouves face à Kim Kardashian, c'est assez lunaire parce que on n'a pas l'habitude de la croiser à Paris, tu vois. Donc c'était assez rigolo. En plus, on savait que Nabila était une fan inconditionnelle, c'était son modèle. Donc j'ai tout de suite pensé à Nabila quand elle est arrivée dans la villa, donc c'était hyper rigolo. C'était une vraie surprise parce que dans Les Anges, parfois, on arrivait à griller un peu les surprises. Et là, ils ont vraiment réussi à nous faire une vraie surprise. Et donc moi, j'étais un peu j'étais un peu surexcité. Donc je l'ai emmenée visiter mon lit. Elle s'est assise sur mon lit. Je lui ai servi un verre. On a rigolé. Je lui ai chanté une chanson. Enfin, on a très vite oublié que c'était Kim Kardashian, bien qu'il y avait plein de gardes du corps dans la baraque. Mais elle était hyper simple et loin de l'image si putassière que je me faisais d'elle à la base. Moi, je les ai toujours trouvés très mignons entre eux, si on oublie l'épisode poignard, etc. Voilà. Mais je les ai toujours trouvés très mignons ensemble parce qu'ils ont eu un vrai coup de cœur, je pense, et très vite dans l'aventure. C'est-à-dire dès les premiers jours, on a vu qu'il y avait un truc entre eux et on partageait la même chambre. Donc on a très vite su que ça s'était concrétisé de manière figurée comme propre, enfin si je puis dire. Et du coup, voilà, moi j'ai toujours trouvé que c'était un couple aussi très mignon, très sincère. Après, je pensais pas que ça allait durer si longtemps et je suis très heureux pour eux. Aujourd'hui, ils ont un petit garçon et c'est top. Bah, selon moi, ce qui a fait le succès de Nabila, c'est un tout. Comme je le dis dans le bouquin, Nabila, c'est une personne qui fait rire, qui fait rêver, en même temps qui est très clivante parce que elle a parfois des déclarations qui sont un petit peu ahurissantes. En même temps, elle peut faire rêver certaines petites filles, en même temps elle peut faire bander certains mecs, enfin voilà, ce que je vais dire est peut-être un peu cru mais c'est le cas, et on sait que l'humour ça fait vendre, le sexe ça fait vendre, et je trouve que Nabila c'est un peu un combo de tout ça. Elle est très dans sa génération aussi, c'est vraiment une hit girl 2.0, elle représente tout ça, et je suis de ceux qui disent que Nabila est loin d'être bête. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours défendu là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, elle a vraiment pris la grosse tête, ça c'est certain, mais c'est compliqué à gérer après un tel tourbillon médiatique. Mais elle est loin d'être bête, elle savait déjà où elle allait, elle avait déjà des rêves, elle avait beaucoup d'ambition. Elle parle plusieurs langues, voilà. C'est peut-être pas une fille qui a ouvert beaucoup de livres, mais en tout cas, elle a une vraie intelligence sociale et elle sait où elle va, et c'est une fille qui a un bon cœur. Bah parce qu'en fait, j'ai chanté pour son premier anniversaire de mariage à Cannes. Quelques jours avant, j'avais chanté pour le Global Gift Gala, c'est un gala de charité qu'elle organise tous les ans, un à Paris et un à Cannes, et là c'était à Cannes. Et du coup, son mari m'a contacté pour chanter la chanson de leur mariage dans un restaurant en privé pour leur première année de mariage. Et quand elle a entendu le morceau, qu'elle a ouvert son cadeau, elle a pleuré. Donc je trouvais ça trop cool parce que moi j'adore cette femme, j'adore Desperate Housewives, ouais, ça fait partie aussi des Madeleine de Proust, des trucs qu'on regardait aussi quand on était plus jeune et qu'on regarde encore d'ailleurs. Et après on a passé une super soirée puisqu'après la prestation, j'ai passé un vrai moment avec eux pendant 1 heure ou 2. On a mangé un dessert, on a bu un verre. Enfin c'était vraiment une belle expérience et elle fait partie elle aussi des rencontres de ces gens en fait qui sont des stars internationales et qui te donnent tout quand ils te rencontrent, qui sont ultra généreux, contrairement à certaines personnes, certains people que je rencontre au quotidien qui n'ont pas un dixième de leur carrière et qui sont des gens qui se la racontent. Hein. Alors, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est que chacun de mes abonnés Twitter achète au moins un exemplaire du livre, ce qui me fera gagner plus d'1 million d'euros, ce qui serait pas négligeable, ce serait génial. Blague à part, que je sois heureux, que je continue à faire ce que j'aime, parce que j'aime bien toucher un petit peu à tout. J'ai une émission sur VL, sur VL Media, que j'anime, que j'ai écrit, que j'ai imaginé, que j'ai composé l'équipe, je m'occupe des invités, ça m'amuse beaucoup, c'est une vraie récréation pour moi. Donc du coup, je souhaite que ça évolue, que ça continue, que ça évolue, et peut-être
enfin peut-être sur une chaîne nationale plus tard. Voilà, que j'apprenne encore de ce nouveau métier qui s'offre à moi. Et puis encore plein de scènes, et puis plein de musique, et voilà, et plein de livres surtout les gars, hein. N'oubliez pas.